Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Mettonnion et ses co-accusés est reporté au 3 juillet 2018. Ils sont poursuivis pour placement de 17,5 milliards de francs CFA à la Banque internationale du Bénin, alors en faillite. Le Sénégal vient d'adopter à travers l'Assemblée nationale la loi de ratification de l'accord sur l'exploitation des ressources d'hydrocarbures signé avec la Mauritanie. L'accord en question porte sur plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz. Et puis au Cameroun, 40 000 mètres cubes par jour, c'est le montant du déficit en eau estimé dans la ville de Yaoundé. Le gouvernement s'emploie à trouver des solutions aux problèmes d'approvisionnement en eau. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Mettonnion et ses co-accusés est reporté au 3 juillet 2018, impliqués dans l'affaire de placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils ont été présentés en audience ce mardi 5 juin 2018 au tribunal de première instance de Cotonou. Reportage de Lefty Ounou, commenté par Victoria City. Au Bénin, le procès du syndicaliste Laurent Mettonnion et ses co-accusés est reporté au 3 juillet 2018. Accusés dans l'affaire de placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Banque internationale du Bénin, ils ont été présentés en audience ce mardi 5 juin 2018 au tribunal de première instance de Cotonou. Dès l'entame du procès, le dossier a été exploré par le juge à travers un long débat. L'ancien directeur général de la Banque internationale du Bénin, Romain Boko, est passé à la barre. Au cours de sa déposition, le juge a décidé de renvoyer l'audience. Vous comprenez que ce dossier, on a toujours dit que c'est un dossier politique. Sinon, rien ne pouvait justifier un tel renvoi, parce qu'aucun avocat ne s'est chamaillé. Vous comprenez? Lors de la dernière audience, la défense avait demandé à avoir accès aux rapports financiers qui servent de base à la poursuite dont font l'objet ses clients. Le ministère public, de son côté, a également souhaité avoir certaines pièces du dossier dont la recherche nécessiterait un peu plus de temps. Le développement de ce dossier est diversement apprécié au sein de l'opinion publique au Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans la séparation des pouvoirs. Et cela dit, le droit ou la justice ne statue pas sur l'humeur ou sur les suppositions. Si le nombre d'éléments qu'il faut réunir n'est pas réuni, on ne peut pas trancher. C'est un regret, c'est de l'amertume, car notre justice n'est plus une justice libre. Laurent Mettonnion devrait être libéré aujourd'hui, car j'ai suivi du début jusqu'à la fin les séances. Alors le dossier est vide. Rappelons que l'affaire, révélée lors du Conseil des ministres du jeudi 2 novembre 2017, fait cas d'un versement illicite de montant de 71 994 737 francs CFA au profit des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le gouvernement avait alors instruit la garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à l'effet d'engager des poursuites à l'encontre de ces dirigeants qui ont été cités dans le dossier. Ceux-ci sont placés en détention depuis près de 6 mois. Je ne suis pas extrémiste. En Mauritanie, une campagne de lutte contre l'extrémisme religieux a été lancée par des blogueurs, des lanceurs d'alerte et des membres de la société civile avec ce slogan. Ils utilisent comme support les réseaux sociaux et ciblent la jeunesse. L'objectif est d'éradiquer les formes d'intolérance véhiculées par les groupes terroristes actifs dans la région du Sahel. Ibrahima Djoumaba. Depuis une semaine, des blogueurs, des lanceurs d'alerte et des membres de la société civile ont lancé en Mauritanie une campagne sur les médias et les réseaux sociaux contre l'extrémisme religieux. Objectif, s'attaquer à la prédication de l'intolérance véhiculée par les nouveaux médias, très prisés par les groupes terroristes actifs dans la zone du Sahel. La politique mise en place par la Mauritanie se base sur un engagement sociétal. Les éléments, la société civile, l'État, avec une dose sécuritaire, mais aussi une dose de prévention et de sensibilisation. C'est dans ce cadre qu'on peut inclure aujourd'hui ces opérations de communication ayant comme support l'Internet, parce que c'est une population très jeune, l'Internet est très développé, les réseaux sociaux ont un rôle dans la radicalisation. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces initiatives mauritaniennes qui, à mon avis, répondent à un impératif de prévention. Dans le cadre de cette campagne, le siège du syndicat des journalistes mauritaniens a abrité
suscité un débat. En plus de la lutte contre l'extrémisme religieux, les discours racistes sont aussi prohibés par les activistes. Ces efforts des acteurs de la société civile viennent en appoint à la politique du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme. Le pays est le premier ou l'un des premiers qui a été frappé par le phénomène terroriste depuis les années 2005. Cependant, cet État a développé un dispositif social inclusif de prévention contre l'extrémisme violent sur 3 volets. Le volet de la Muhawara, qui est un dialogue inclusif, la Munafaha, le fait d'utiliser des éléments pour parler aux jeunes en leur prodiguant un conseil utile, et puis ce qu'on appelle la Muraja'a, le fait de réviser les textes qui pourraient poser quelques problèmes d'interprétation pouvant pousser à la violence. Entre 2005 et 2009, la Mauritanie avait fait l'objet de plusieurs attaques terroristes qui avaient coûté la vie à des soldats, des civils et des touristes étrangers. 600 terroristes avaient été arrêtés et présentés à la justice. Depuis 2009, la Mauritanie n'a pas connu d'attaques terroristes sur son territoire, notamment grâce à une politique de prévention impliquant les oulémas. Cependant, les risques de montée de l'extrémisme demeurent réels à cause de l'activité des groupes terroristes au Sahel. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le 1er juin 2018 une loi de ratification de l'accord sur l'exploitation des ressources d'hydrocarbures signé avec la Mauritanie. Les élus de la majorité se sont félicités de cette législation qui encadre le partage et la gestion des ressources gazières. L'opposition de son côté la dénonce. Elle estime que le président Macky Sall ne l'avait pas bien négocié au mois de février 2018. Ibrahima Djoumaba. Le Sénégal vient d'adopter à travers l'Assemblée nationale la loi de ratification de l'accord sur l'exploitation des ressources d'hydrocarbures signé avec la Mauritanie. Au Parlement, les débats ont été houleux entre les députés de la majorité, à leur tête le président Moustapha Niasse et ceux de l'opposition. L'accord en question porte sur plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz découverts à la frontière entre les deux pays. Les États sont dans l'obligation de mutualiser leurs forces pour pouvoir être économiquement efficients, d'autant plus que c'est les mêmes opérateurs. Alors, c'est cette mutualisation de leurs forces au niveau des coûts d'investissement qui guide ou qui téléguide la répartition équitable des ressources qui vont être exploitées. Les élus de la majorité ont salué une législation qui va aider les autorités du Sénégal et de la Mauritanie à gérer conjointement ces ressources. Le député d'opposition, Ousmane Sonko, a remis en cause la fiabilité des documents brandis par le Sénégal pour signer un partenariat avec la Mauritanie en février 2018. Il a également souligné la non-présentation d'études d'impact environnemental. Outre ce débat, l'exploitation du gaz augure de bonnes perspectives économiques pour les deux pays, selon certains observateurs. Il est évident qu'économiquement, cela va être viable. Mais la viabilité du schéma économique dépend des intérêts que les États ont défendus et ont pris. Ce que le Sénégal et la Mauritanie sont en train de faire, c'est d'œuvrer en parfaite intelligence pour en tout cas trouver les voies et moyens d'inaugurer une intégration économique et d'éviter le pire, le cas échéant. L'accord de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie prévoit un partage égal des ressources, soit 50% pour chaque pays, et une gestion conjointe du champ gazier situé au large de Saint-Louis. Il est également prévu dans la délimitation du périmètre de tenir compte des préoccupations des populations, notamment sur l'exploitation des produits halieutiques. La Banque africaine de développement a décaissé des prêts de montant de 5,23 milliards de dollars, un record. Cette dynamique dans les activités de prêt de la BAD entre dans le cadre de sa stratégie à l'horizon 2022. Elle a aussi permis à l'institution de réaliser une solide performance financière au cours de l'exercice 2017. Les revenus d'intérêt sur ces prêts ont atteint 460 millions d'unités de compte. À Yaoundé, la capitale du Cameroun, la population fait face à un problème d'approvisionnement en eau potable depuis plusieurs années. Le déficit est estimé à 40 000 mètres cubes par jour. Le gouvernement camerounais œuvre à résoudre progressivement ce déficit d'eau. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Yaoundé, la capitale du Cameroun, ville où la population sans cesse croissante, est confrontée depuis plusieurs années aux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Conscient de l'importance de cette denrée, le gouvernement s'emploie à trouver des solutions à ce problème fondamentalement social. Les autorités rassurent que plusieurs projets ont été mis sur pied afin de doter la ville d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Des projets sont en cours pour résorber ce décalage
y inclut l'extension de la production de la station d'Akomiada de 55 000 m3 par jour par 10 unités d'ultrafiltration. Il y a également des mesures transitoires d'urgence permettant la pose d'une unité flottante de 35 000 m3 par jour à Akomiada, une banlieue de la capitale du pays. Pour l'heure, le gouvernement s'active à résorber les 40 000 m3 par jour de déficit d'eau potable à Yaoundé. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville et ses environs à partir du fleuve Sanaga résoudra de façon durable le déficit de production d'eau potable à travers une production complémentaire de 300 000 m3 par jour, extensible à 400 000 m3 par jour. Depuis le début des années 2000, le gouvernement avait beaucoup de difficultés à mobiliser des financements multilatéraux. Le projet a finalement pu prendre corps dans les années 2015, mais il y a eu beaucoup de retard pour des problèmes techniques. Le projet Sanaga devrait corriger un approvisionnement qualitatif et un approvisionnement quantitatif. Le problème n'est pas de transporter l'eau de la Sanaga pour Yaoundé. Le problème est l'alimentation à l'intérieur de Yaoundé qu'il faudrait complètement refaire. Pour rappel, le projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé contribuera fortement à sécuriser et à stabiliser l'alimentation en eau des populations du périmètre urbain de la capitale en limitant de longues coupures d'eau. Yaoundé dispose d'une capacité opérationnelle installée de 185 000 m3 par jour pour un besoin journalier de 225 000 m3 par jour. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.